Salut, c'est Romain pour un update et aujourd'hui on va parler de la keynote d'Apple qui vient de se terminer où Apple a annoncé les nouveautés qu'on attendait, à savoir les iPhone 14, l'AirPod Pro 2 et l'Apple Watch Series 8 et plus encore. Apple a commencé par introduire le sujet de l'Apple Watch d'une manière assez singulière, bien marketing, avec un joli storytelling sur des personnes qui lisaient en fait une lettre de comment ils avaient été sauvés par leur Apple Watch. If I hadn't had the Apple Watch, things could have been much worse. Donc c'est sympa, c'est bien mis en scène. Et après, du coup, ils nous ont présenté cette Apple Watch Series 8. Cette Apple Watch Series 8, c'est vraiment une nouveauté incrémentale comme on s'y attendait. C'est pas une montre qui va tout changer, c'est une nouvelle itération de la Watch Series 7 qui était déjà une amélioration de la 6. Donc on est vraiment sur de l'incrémental. On a des nouvelles watch face, donc des nouveaux écrans d'accueil. On a une amélioration de la luminosité, ce qui est toujours bon à prendre parce que sur une montre, c'est quand même le plus important de pouvoir lire l'heure correctement. Et on a aussi ce nouveau capteur de température et ça c'est franchement génial. Grâce à cette nouvelle feature, on va pouvoir voir les cycles d'ovulation. Je vais direct en parler à ma femme parce que cette fonctionnalité, je trouve qu'elle est vraiment utile. C'est très pratique pour savoir quand ne pas concevoir d'enfant. Et ça c'est un truc qu'Apple il a pensé à moi et ça du coup je vais peut-être en acheter une à ma femme. Trêve de conneries, ça permet de voir aussi les déviations du cycle menstruel dues potentiellement à des maladies latentes. Donc voilà, donc bien sûr c'est des données qui sont encryptées de bout en bout, ils sont à le rappeler, hein, ils sont très axés sur le privacy, mais voilà, c'est on va dire encore une fonctionnalité santé supplémentaire à ajouter à l'arc de la pomme. L'Apple Watch Series 8 propose aussi des nouvelles fonctionnalités de sécurité. Via du machine learning, les capteurs de la montre, ils peuvent détecter les chocs latéraux, frontaux, ainsi que les tonneaux dans les voitures. Et c'est utile parce que, d'après les statistiques, la plupart des accidents n'impliquent qu'un seul véhicule. Donc, si on est dans un véhicule, qu'on a un crash, paf, appel des urgences automatiques sur l'Apple Watch. J'ai vraiment hâte de le tester. C'est aussi l'un des trucs, vraiment, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans pour voir si ça marche bien. Et comme la batterie c'est pas la panacée de l'Apple Watch, elle dispose maintenant d'une nouvelle fonctionnalité de Low Power Mode qui permet de garantir une durée de batterie de 36 heures. Maintenant, on a aussi du cellular roaming, donc de la portabilité du réseau à l'international. Elle est disponible maintenant en 4 couleurs. On a aussi maintenant comme nouveauté la possibilité d'avoir les watch face Nike sur toutes les éditions de montres et pas seulement sur les éditions spéciales Nike. Bon, c'est pas forcément super utile, mais après c'était vrai que c'était un peu bête de devoir choisir une montre et son bracelet juste pour avoir un petit logo Nike sur son écran d'accueil. Donc c'est clairement une amélioration de la 7, elle n'est pas dénuée d'intérêt, mais clairement c'est une update incrémentale très attendue. Ça reste un super produit, mais bon, c'est à chacun de déterminer si c'est un produit qui vous est utile ou non. Apple a annoncé aussi le renouvellement de l'Apple Watch SE. Franchement, son avantage, c'est son prix. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il y a un meilleur chipset parce que c'est le même que sur la dernière. Mais voilà, ça reste le produit d'entrée de gamme qui est à 250$ hors taxe. Donc c'est vrai que c'est pas excessivement cher. Contrairement à ce qu'annonçaient les rumeurs, pas d'Apple Watch Pro, mais une Apple Watch Ultra qui est plus grande avec un écran de 49 mm, avec une coque en titane. Elle est beaucoup plus lumineuse et elle a comme prévu ce bouton supplémentaire qui va permettre d'exécuter certaines actions plus rapidement. Il y a un deuxième haut-parleur, une meilleure batterie de 36 heures. Il y a aussi un mode nuit qui est activable avec la roue crantée pour pouvoir l'utiliser du coup avec des gants et ça bascule l'écran en fait en mode rouge pour pas être gêné la nuit par l'éclairage. Même les bracelets sont différents, ils sont plus complexes et franchement ils sont assez chouettes. Ils sont plus orientés sport avec un bracelet type plongée, un orienté trail et l'autre montagne. C'est vraiment une montre orientée sport et outdoor avec une watch face plus complexe qui intègre à l'intérieur une boussole. D'ailleurs le GPS est aussi beaucoup plus précis. Elle pourra avoir en fin d'année une autonomie de jusqu'à 60 heures. On a 36 heures de base mais jusqu'à 60 et j'imagine que c'est avec ce low power mode. Mais voilà, il y a aussi possibilité de créer des waypoints sur la montre. Permet par exemple d'indiquer son lieu de camping et d'y revenir plus facilement. Et il y a aussi la possibilité d'enregistrer son tracé. Il y a aussi une alarme intégrée en cas de problème lorsqu'on part en déplacement ou autre qui peut sonner jusqu'à 180 mètres grâce au deuxième haut-parleur. Lors de la présentation, elle a été très orientée vers les sports aquatiques et surtout vers de la plongée. Elle peut aller à 100 mètres avec une pression de 10 bars, WR100. La montre au poignet, elle fait quand même plutôt énorme. Hein. Et elle est annoncée à 800$, donc en US hors taxe. Et ça fait, à cause bien sûr de la conversion euro qu'on a ces temps-ci, 1000€ en France. Donc c'est cher, mais je trouve pas ça déconnant comparé à l'Apple Watch de base avec par exemple
un body, un corps en acier, où là on est déjà pas loin des 800 €. Je pense que ça va se vendre comme des petits pains, pourtant on est quand même presque sur un produit de niche. Comme toujours chez Apple, la promo est plutôt cool, ils te font pas mal miroiter l'aspect aventure, c'est beau, mais bon, dommage que je sois si casanier. Apple a aussi annoncé comme prévu les AirPods Pro 2, c'était attendu et c'est un produit que j'affectionne particulièrement, ça marche super bien. Ça marche tout le temps en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu ouvres ton boîtier, tu es à côté de ton Mac, ça se connecte à ton Mac. Tu es à côté de ton iPhone, ça se connecte à ton iPhone. On n'a même pas besoin d'y penser en fait. Et c'est surtout que contrairement à tous les produits qui sont faits jusqu'avant, les produits audio, il y a un vrai bon son sur les AirPods. Donc moi, cette version 2, j'attendais voir ce qu'ils allaient proposer. Et ils ont mis pas mal en avant le spatial audio, l'audio spatial, et qui permet en fait d'avoir une scène comme si on était lors d'un concert. Bon, c'est bien. Ils ont mis en avant le fait que ça pouvait être maintenant personnalisé, parce qu'on va pouvoir, je sais pas, à mon avis, s'éloigner ou se rapprocher de la scène. C'est intéressant, mais c'est limité à l'audio en audio spatial, donc c'est limité à Apple Music. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est le noise cancelling, la suppression du bruit qui serait encore améliorée, multiplié par 2. Après, qu'est-ce que ça veut dire par 2 ? C'est un peu compliqué à mesurer en termes d'isolation phonique. Et on a vachement axé le discours sur cette nouvelle puce qui est à l'intérieur, la puce H2. Maintenant, on peut aussi adapter le volume via un contrôle qui est du coup au niveau de l'écouteur avec un bouton qui est capacitif. Ça mange pas de pain, franchement, c'est plutôt utile de pouvoir régler le son directement à partir de l'écouteur. C'est un truc qui manquait pour moi. L'autonomie aussi, elle passe de 4h à 6h, donc c'est quand même assez énorme, de 4h30 à 6h. Mais bon, 6 heures d'autonomie en une seule charge et 30 heures avec le boîtier. Et on peut trouver d'ailleurs plus facilement ce boîtier, on peut le retrouver via un haut-parleur qui est intégré au boîtier. Donc si on s'en éloigne, si on fait quelque chose, on peut le faire biper et ça permet de gagner un peu de temps des fois. Mais aussi via une app sur l'iPhone, on peut aller en direction du boîtier, on a l'orientation pour retrouver notre boîtier. On peut aussi recharger ce boîtier directement sur le chargeur de l'Apple Watch. Ces AirPods Pro 2, j'en attendais rien et du coup je suis assez surpris. Ils ont quand même apporté des petits trucs franchement utiles, le réglage du son, le fait d'avoir un haut-parleur sur le boîtier pour le retrouver plus facilement, c'est des petits trucs, l'amélioration de noise cancelling. Ça va pas faire changer quelqu'un qui a un AirPod Pro, mais quelqu'un qui va aller en acheter, franchement, même avec 50 € de différence ou 100 € de différence, j'irai sur les Pro 2 plutôt qu'aller sur les AirPods Pro classiques. Wow. C'était attendu, Apple a présenté l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. On n'est pas sur un iPhone 14 Max, on n'a plus de modèle mini parce qu'il se vendait pas bien, soit parce qu'il était trop petit, soit parce que l'autonomie était franchement trop juste. Mais maintenant, on a le 14 et le 14 Plus. Disponible en 5 couleurs avec une meilleure batterie, il est toujours équipé d'un processeur A15 bionique, mais pas avec 4 corps GPU, mais 5 corps GPU. Bon, ça va pas changer grand chose. Pour la caméra, ils ont vraiment tout changé cette année, c'est un truc de fou. Non, je déconne. Il y a juste de plus gros pixels et une meilleure ouverture à f1.5, donc forcément bien plus performante en basse lumière. Bon, je rigole un peu sur la partie photo parce que comme chaque année on est au courant qu'ils vont nous faire le coup d'une amélioration un petit peu sur la PN. Donc là on reste sur un capteur 12 mégapixels, mais on a un nouveau Photonic Engine qui est un peu comme Diffusion mais en plus poussé, qui va améliorer les performances basse lumière. Et on a maintenant un autofocus sur la caméra frontale, je savais même pas qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Bon, je l'utilise jamais, mais bon, c'est toujours bon à apprendre, maintenant il y a un autofocus. Côté vidéo, et c'est là qu'ils sont bons parce que l'iPhone reste quand même le maître étalon de la partie vidéo au niveau des smartphones. Et bien là, on a du coup le mode cinématique en 4K HDR en 24 images secondes, donc ça c'est plutôt cool. Et on a ce mode action qui est en gros une stabilisation plus, qui est censé rendre l'utilisation d'une gimbal inutile. J'ai hâte de tester ça, sachant que sur l'iPhone 12 Pro Max, la stabilisation était déjà très très bonne. Et sur le 13 aussi. Donc là, à voir ce que ça va donner en termes de vidéo et si on va avoir un crop dans l'image ou pas. Mais en tout cas, c'est à tester. Comme l'Apple Watch, le nouvel iPhone aura une détection de crash. Donc si vous voulez vous planter en bagnole sans Apple Watch, vous pouvez le faire avec un iPhone. Ça, c'est cool. Et chose étonnante, Apple a pas mal parlé, que ce soit en termes techniques ou en vidéo, de cette nouvelle fonctionnalité de mode d'urgence par satellite. Pour les zones sans couverture de réseau, la possibilité d'envoyer un message d'alerte en fonction de la situation, via satellite.
Donc ça, j'ai trouvé ça assez fou et très spécifique, parce qu'ils ont dû mettre en place des relais, des choses comme ça, pour émettre des messages dans certains cas. Et c'est très 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 spécifique, et voilà, c'est assez intéressant sur le principe ou sur l'aspect technique. C'est gratuit les 2 premières années, mais de toute façon, c'est disponible dans un premier temps qu'aux USA, au Canada, à voir comment ça se passera après. Mais ça s'arrête un peu là pour la partie iPhone 14 et iPhone 14 Plus. C'était assez, au final, à part des fonctionnalités qu'on va retrouver ailleurs, c'était assez succinct et on voit clairement que c'est pas le cœur de la gamme au final. Et les prix, même s'ils sont, d'après Apple, pas si élevés que ça, on verra qu'en euros, ça commence à taper sévère. What's the move? Tryna wild out now. Catch a groove. She said, where you going? What's the move? What's the move? Comme prévu, c'est là qu'ils allaient envoyer le pâté. Clairement, les iPhones classiques, c'était expéditif. Là, pour le Pro, on déroule vraiment le tapis rouge. On savait qu'il y avait un changement au niveau de l'encoche, changement que je comprenais pas les masses. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'avoir une encoche ou une goutte? Mais pour moi, c'est bien là la petite surprise de Scannote. C'est d'avoir fait de cette goutte une zone vivante, une nouvelle expérience utilisateur, franchement rafraîchissant. Et pour cause, elle est nommée la Dynamic Island. C'est en fait une nouvelle zone d'interaction, de notification, contextualisée en fonction de l'application ou de la fonctionnalité que vous utilisez. Vous ouvrez vos AirPods, vous le voyez sur la Dynamic Island. Vous écoutez de la musique, vous voyez la piste, vous pouvez interagir dessus, vous pouvez agrandir le widget. Bref, c'est une touch bar réussie dans votre iPhone. C'est vraiment la transposition de ce qu'aurait dû être la touch bar, mais sur un iPhone. Je sais que ça va paraître étrange, mais j'ai trouvé cette fonctionnalité adorable. Niveau UX, franchement, ils sont bons. Autre fonctionnalité attendue, mais là aussi, je trouve qu'ils ont toujours ce petit souci du détail qui montre qu'ils sont vraiment à la limite de la folie. C'est le mode Always On. Grâce à l'écran qui peut descendre, comme sur les MacBook Pro en fait, à des fréquences de rafraîchissement extrêmement basses, du genre 1 Hz, ils peuvent se permettre d'afficher un écran dimmé, un écran assombri, avec les notifications d'afficher continuellement, sans impacter fortement la batterie. C'est très cool, moi ça va pas me changer la vie. C'est une dynamique Iceland, j'ai trouvé ça super sympa vraiment, qui m'a fait kiffer. Mais ça prouve qu'ils tentent d'aller un cran plus loin encore, alors qu'on pourrait se dire qu'ils n'ont plus rien à faire sur l'iPhone. D'ailleurs, le SOS satellite, si on a envie, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est un truc qui vont plus loin, là où on les attend pas. Mais là où je dis qu'ils sont un peu aliénés, quoi, c'est qu'ils ont fait en sorte que l'assombrissement de l'écran n'impacte pas le teint de peau des visages de vos photos en fond d'écran. C'est un détail qui doit coûter un petit peu dans la conception, dans la manière de l'aborder. Mais bon, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. L'écran est lui aussi plus lumineux. Il peut monter avec des pointes jusqu'à 2000 nits. Ça commence à faire sacrément beaucoup. Bon, bien sûr, là on va attaquer le gros du truc, le plat de résistance, c'est la partie photo. On a un nouvel objectif de 48 mégapixels qui, je pense, doit utiliser du pixel binning pour sortir des photos de 12 mégapixels mais avec une bien meilleure captation de la lumière. Cumuler leur Photonic Engine, ça permet encore une meilleure gestion des basses lumières de la photo de nuit. Ça, c'est vraiment un truc à tester. On a toujours 3 objectifs, mais plus gros et plus volumineux que précédemment, avec des longueurs focales qu'on connaît déjà de 13 mm, 24 mm et 77 mm. Et on a un objectif magique, un zoom x2. Alors, je ne sais pas si j'ai tout pigé ou si c'est de l'enfumage, mais ce dernier sera l'équivalent d'un 48 mm. Moi, j'ai l'impression que c'est de l'enfumage quand même. J'ai l'impression que cet objectif, en fait, c'est juste un crop dans l'image de 48 mégapixels en utilisant que 12 mégapixels et du coup sans pixel binning. Je ne sais pas si je suis clair. Bref, ce que je veux dire, c'est que je me demande si c'est pas juste un crop dans l'image de 48 mégapixels du capteur principal de 24 mm. À voir dans les faits, mais si c'est le cas, il sera moins lumineux. Et en parlant de 48 mégapixels, vous pouvez maintenant sortir les photos en Apple Pro RAW pour faire du post-traitement dessus, et ça, c'est plutôt cool. Côté vidéo, on a aussi accès à ce nouveau mode de stabilisation et la possibilité de filmer en cinématique en 24 images secondes 4K HDR. Pour rappel, le mode cinématique permet de simuler un shallow depth of field, une faible profondeur de champ, et j'ai aucun doute que la qualité elle soit au rendez-vous. Il y a aussi une amélioration du flash, mais bon, qui utilise le flash quoi. Tout ça c'est propulsé sur la nouvelle puce, la Bionic A16. Pas besoin de se faire du souci niveau performance, on peut reconnaître plein de défauts Apple, mais sur ce point-là, ils sont très bons. On a une amélioration de la batterie avec jusqu'à 29 heures de lecture vidéo sur le Pro Max et 23 heures sur le Pro.
Bref, ça reste des produits de rêve jusqu'à la lecture de la fiche tarifaire. Si les prix n'ont pas bougé aux US avec un départ à 999$ hors taxe pour le 14 Pro 128Go, en France on commence à 1329€ TTC. Dommage que les salaires ne suivent pas la fulgurante qu'on est en train de se prendre. Bref, c'est pas nouveau mais c'est très cher. Néanmoins, quand on voit que l'iPhone 14 Plus, le non Pro donc, débute à 1169€, avec une telle somme, je sais pas qui irait l'acheter plutôt que rajouter 150 balles et acheter un 14 Pro, même s'il fait que 6,1 pouces. Les écarts me paraissent très faibles. D'un point de vue purement perso, pour les non-pros, une personne qui a un 13, voire même un 12, aller se jeter sur l'iPhone 14, ça me paraît peu pertinent. C'est peut-être pas plus mal, hein, parce que ça représente quand même un billet. Donc je pense que l'occasion, elle va perdurer. Hein. Il y aura pas mal d'occasions. Bon, voilà, c'était mon petit wrap-up de l'événement. Bon, bien sûr, après cet event, là, je réfléchis. Je pense que je vais quand même craquer pour l'un des produits de l'event. À votre avis, lequel ce sera? Bon, allez, je vous dis à bientôt. C'était Romain sur Random Dev. Allez, salut!